Une jeune infirmière a donné son sang pour sauver la vie d'un petit garçon, ignorant que son père était l'un des hommes les plus riches du monde. Il a changé sa vie. La matinée à l'hôpital St. James, au Texas, était à la fois ordinaire et étrange. Becky, une infirmière de 24 ans, venait de reprendre son service, ignorant ce qui l'attendait. Il était exactement 8 heures du matin, alors qu'elle s'occupait d'un patient, ajustant délicatement la perfusion d'un homme âgé, lui offrant un sourire rassurant et un mot de réconfort, lorsque les portes des urgences s'ouvrirent brusquement. Les ambulanciers ont rapidement pris en charge un garçon de 10 ans, grièvement blessé dans un accident de voiture. Il perdait rapidement du sang et avait besoin d'une transfusion immédiate d'un groupe sanguin rare, O négatif. Ils en avaient tellement besoin que Becky, sans hésiter, s'est avancée et a proposé la sienne. Toute la salle a été sous le choc de son geste altruiste. Quelques instants auparavant, Becky ajustait une perfusion pour un patient âgé, lui adressant un sourire rassurant et un doux mot de réconfort. Le rythme régulier des moniteurs cardiaques et les conversations étouffées du personnel emplissaient l'air. C'était le genre de matinée à laquelle Becky était habituée. Prévisible, sereine. Mais lorsque les portes des urgences s'ouvrirent, avec urgence, l'atmosphère changea instantanément. Le bruit seul portait le poids qui annonçait que quelque chose de terrible venait de se produire. 2 ambulanciers, trempés de sueur et de tension, ont amené un petit corps inerte, sanglé, sur un brancard. Les vêtements du garçon étaient déchirés, trempés de sang, et son visage était pâle, fantomatique. Le docteur Marcus, médecin urgentiste en chef, s'est précipité vers le brancard, aboyant des instructions au personnel avant même que le brancard ne s'immobilise complètement. Garçon de 10 ans, traumatisme contondant grave, probable hémorragie interne, chute rapide de la tension artérielle, O négatif, et nous n'en avons pas en stock. Un ambulancier a annoncé essoufflé « Code rouge ». Le docteur Marcus a appelé « Appelez la banque du sang ». Préparez la salle de traumatologie 3. O négatif. La panique gagna l'équipe. Chacun savait que le sang O négatif était non seulement rare, mais souvent rare. Alors que le rythme cardiaque du garçon commençait à faiblir, la pièce semblait vibrer d'urgence. Les infirmières se dépêchaient d'installer des perfusions. Un résident tentait de localiser des veines qui se décomposaient plus vite qu'elles ne pouvaient agir. Sans tapage ni fanfare, Becky s'avança. « Je suis O négative », dit-elle d'une voix calme mais résolue. « Testez-moi si vous en avez besoin, mais prenez ce que vous pouvez pour un battement de cœur. » La pièce se figea. Becky, la jeune infirmière qui avait à peine bu une gorgée de café ce matin-là, connue pour sa douceur au chevet des patients, mais jamais mise au centre du chaos, se portait volontaire pour donner un peu d'elle-même pour sauver un garçon qu'elle ne connaissait même pas. Le docteur Marcus la regarda, puis le garçon, et prit une décision en une fraction de seconde. « Faites le test de compatibilité maintenant. » Quelques minutes plus tard, Becky était assise dans une chaise dans la pièce adjacente, un technicien, préparant son bras, tandis que d'autres s'efforcèrent de maintenir le garçon en vie. Son sang commença à couler dans la poche de prélèvement. Chaud et rouge, une bouée de sauvetage se formant en silence. Elle ne broncha pas et ne demanda pas qui était le garçon. Elle se contenta d'observer par la porte ouverte l'équipe. Travailler avec acharnement. Ce que personne dans cette pièce ne savait encore, c'est que cet enfant fragile et brisé qui s'accrochait à la vie était Ethan Rhodes, le fils unique d'Alexander Rhodes, l'un des hommes les plus riches du monde. Le nom de Rhodes trônait au sommet des gratte-ciels de New York, des fondations de Paris et des think tanks de Zurich. Mais à cet instant, rien de tout cela n'avait d'importance. Ethan revenait d'une sortie scolaire accompagné d'un chauffeur privé et d'un agent de sécurité. Le plan était prudent, routinier, mais le destin en avait décidé autrement. Un chauffeur de camion, distrait et brûlant un feu rouge à toute vitesse, percuta le véhicule de plein fouet. Le conducteur perdit connaissance. L'agent de sécurité, qui déboucla un instant sa ceinture pour attraper un jouet tombé,
fut le plus touché par le choc. De retour aux urgences, le sang de Becky afflua dans les veines du garçon. Le moniteur cardiaque, qui quelques instants, auparavant, oscillait au bord du silence, commença à se stabiliser. Sa respiration devint moins saccadée. Une lueur de couleur revint sur ses joues. « Son état se stabilise », annonça le chirurgien traumatologue. « Préparez-vous pour le bloc. On a peut-être une chance. » Le soulagement déferla sur la salle, mais personne ne se détendit. Pas encore. Becky resta assise en silence, tandis qu'une infirmière pansait la plaie d'aiguille sur son bras et lui tendait une brique de jus. Sa main tremblait légèrement, tandis que le poids de ce qui venait de se passer commençait à s'installer. Le personnel se déplaçait autour d'elle comme une marée, certains lui tapotant l'épaule, d'autres hochant simplement la tête, leurs expressions mêlant admiration et gratitude. « Vous n'avez même pas demandé qui c'était », dit une infirmière à moitié incrédule. « Est-ce important ?» répondit doucement Becky. « Mais si, au-dessus de l'Atlantique, à bord d'un jet privé filant dans le ciel, Alexander Rhodes rentrait chez lui. Il avait quitté Genève quelques heures plus tôt, après un sommet sur l'investissement climatique mondial. Son assistante avait enfreint le protocole de vol pour lui transmettre cet appel. « Votre fils a eu un accident. C'est grave. » Le monde d'Alexander bascula. Sa voix, toujours calme et autoritaire, se brisa. « Dites-moi tout, chaque détail. » Lorsqu'il apprit que son fils avait besoin de sang et qu'un inconnu était intervenu avant même que les médecins n'aient pu appeler, son souffle se coupa. « Trouvez-la, » dit-il. « Qui qu'elle soit, quoi qu'il en coûte, trouvez-la. » Il avait la richesse, le pouvoir, une influence mondiale, mais rien de tout cela n'avait empêché son enfant de souffrir. Personne ne pouvait remonter le temps. Maintenant, si son fils respirait encore, c'était grâce à une jeune femme qu'il n'avait jamais rencontrée. De retour au Texas, Ethan fut emmené en salle d'opération. Becky n'était pas autorisée à entrer au bloc, mais elle attendit. Les heures passèrent. À un moment donné, le docteur Marcus sortit et lui adressa un bref sourire. « Il n'est pas tiré d'affaire, mais votre sang a fait la différence. Vous nous avez donné du temps. » Ce soir-là, Becky retourna dans son petit appartement. Ses vêtements sentaient l'antiseptique. Son corps la faisait souffrir. Elle ne dit pas grand-chose à sa colocataire, juste qu'un garçon était arrivé et qu'elle l'avait aidé. Elle ne dormit pas. Son esprit repassait la journée en boucle. Le visage pâle, le sang, le moment où le moniteur se remit à biper régulièrement. Elle ignorait que son nom était déjà prononcé et étouffé dans les salles de réunion comme dans les services hospitaliers, que sa photo, prise par un administrateur discret, était déjà en route vers Alexander Rhodes. Elle ignorait que demain, sa vie ne serait plus privée. Le soleil matinal venait à peine de se lever sur le Texas, projetant une teinte dorée sur les vitres polies de l'hôpital St. James. Le monde extérieur s'éveillait lentement. Les joggeurs, les camions de livraison, les bus matinaux. Mais à l'intérieur, quelque chose d'autre s'agitait. Un léger bourdonnement d'impatience parcourait les couloirs de l'hôpital, bien différent de l'agitation matinale habituelle. Des murmures flottaient entre les infirmières à la machine à café de la salle de repos. Quelques médecins se rassemblaient près du poste des infirmières, inhabituellement vigilants. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Alexander Rhodes arrivait, mais Becky n'en avait aucune idée. Elle faisait ce qu'elle faisait toujours, soigner ses patients avec douceur et des mots doux, le cœur encore chargé du poids de la veille. Alors qu'elle ajustait une perfusion, dans la chambre 203, l'ascenseur des urgences sonna doucement et s'ouvrit. 2 grands agents de sécurité sortirent les premiers, suivis d'un homme en costume sombre sur mesure, dont la présence semblait ralentir le temps. Alexander Rhodes ne ressemblait pas au magazine du jour. Sa puissance et son assurance étaient toujours là. Mais il y avait autre chose, à vif. Ses yeux étaient fatigués, gonflés par les heures blanches et la peur, mais sa démarche était assurée et déterminée. Il n'était pas venu en PDG, en milliardaire ou en homme ayant le monde à portée de main. Il était venu en père. « Où est-elle » demanda-t-il d'une voix basse mais ferme, en s'approchant du docteur Marcus au poste des infirmières.
Elle termine sa visite matinale, répondit le médecin avec un profond respect. Elle ne sait pas que vous êtes là. Bien, dit Alexander, laissez-la finir. Il attendit en silence, immobile au milieu du chaos des bips des moniteurs et des conversations étouffées. C'était une image étrange. L'homme le plus puissant de l'État, attendant. Quelques infirmières qui passaient lançaient des regards furtifs. Un résident en donnait un coup de coude à un autre. Personne n'osait s'approcher. Puis Becky tourna au coin de la rue. Elle tenait un presse-papier et ajustait son stéthoscope. Elle leva les yeux, aperçut l'homme debout près de son poste et s'immobilisa net. Pendant une brève seconde, aucun des deux ne bougea. Becky cligna des yeux. « Monsieur Rhodes ?» Il fit un pas en avant. « Vous êtes Becky Sullivan ?»« Oui, » dit-elle lentement, toujours incertaine. « Je suis le père d'Ethan. » Sa voix trembla. « Et je suis venue ici pour vous remercier. » Elle détourna timidement le regard, bouleversée. « Je n'ai rien fait de spécial. Vous avez sauvé la vie de mon fils. » Elle secoua la tête, les yeux déjà embués d'émotion. « J'étais la seule compatible. Je ne savais pas qui il était. Je ne savais rien. J'ai juste fait ce que n'importe quelle infirmière aurait fait. » Alexander expira profondément, comme si la vérité de ses paroles le bouleversait plus que n'importe quelle tragédie. « Non, dit-il. Vous avez fait ce qu'une personne rare ferait. Dans une pièce pleine de chaos, vous êtes intervenu, vous n'avez pas hésité, vous avez donné quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. Vous lui avez donné du temps. Vous m'avez rendu mon fils. » Interloqué, le cœur de Becky battait fort. Alexander fouilla dans son manteau et en sortit une fine enveloppe. « C'est à toi, » dit-il en la lui posant. « À l'intérieur, il y a un chèque. Tu peux écrire le numéro, ce que tu veux. » Les yeux de Becky s'écarquillèrent. « Non, je ne peux pas accepter ça. » Il haussa un sourcil. « Pourquoi pas? »« Parce que je ne l'ai pas fait pour l'argent. Je n'y ai même pas réfléchi, j'ai juste vu un garçon saigner et j'ai réagi. Comprends-moi, je ne suis qu'infirmière. C'est notre métier. » Sa voix tremblait de sincérité. Ce n'était pas de l'humilité pour la forme, c'était la vérité. Alexander la fixa du regard, puis déposa lentement l'enveloppe. « De toutes mes années, je n'ai jamais été aussi humble, » dit-il. « Tu m'as rappelé ce qu'est la vraie grâce. » Elle hocha la tête, essuyant une larme sur sa joue. « Je suis juste contente qu'il aille bien, ça me suffit. » « Mais ce n'est pas suffisant, » répondit-il. « S'il vous plaît, laissez-moi faire quelque chose. Laissez-moi vous remercier comme il se doit. » Becky leva les yeux. « Si vous voulez me remercier, assurez-vous que les infirmières comme moi aient ce dont elles ont besoin. Fourniture, formation, soutien. Il y a des Becky dans tous les hôpitaux et la plupart sont épuisées. Ce serait un remerciement suffisant. » Elle était là, à nouveau, cette force, calme et résolue. Alexander la vit et cela l'émut. Il fouilla à nouveau doucement dans sa poche intérieure, non pas avec un chèque cette fois, mais avec une lettre pliée. « Alors, laisse-moi t'offrir ceci, » dit-il en la lui tendant. « Un foyer, sans engagement, entièrement à toi. Un endroit tranquille, un endroit sûr, un endroit où te reposer. » Elle l'ouvrit lentement. Sa main se porta à sa bouche. C'était l'acte de propriété d'une belle maison de ville non loin de l'hôpital, entièrement payée, entièrement à elle. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Parce que je veux qu'Ethan grandisse en sachant ce qu'est la vraie gentillesse, » dit-il d'une voix brisée. « Et parce que quoi que je fasse du reste de ma vie, je ne pourrai jamais te rendre ce que tu m'as donné à cet instant. » L'air nocturne était frais lorsque Becky Sullivan sortit du taxi et se tint devant le portail en fer forgé de la propriété des Rhodes. Infirmière de profession et encore incrédule face aux événements des dernières 48 heures, elle serra son manteau plus fort. La lettre qu'elle tenait à la main était brève et formelle, mais la signature au bas de la lettre portait une gravité qu'elle ne pouvait ignorer. « Dînez ce soir chez moi. Un témoignage de reconnaissance vous attend. Alexander Rhodes. » Cela faisait à peine un jour qu'elle se tenait aux urgences de St. James et offrait son sang pour sauver un garçon qu'elle n'avait jamais rencontré.
un garçon à 2 doigts de mourir, dont le groupe sanguin rare correspondait au sien. Elle ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Ce garçon, Ethan, était le fils unique d'Alexander Rhodes, un milliardaire magnate de la technologie peu médiatique et l'un des hommes les plus riches du monde. Becky n'en savait rien lorsqu'elle s'était présentée. Elle ne voyait qu'un enfant dans le besoin. Mais le monde l'avait remarqué, et maintenant, elle franchissait des portes ornées et remontait un chemin de pierre éclairé par des torches, se demandant ce qui l'attendait. La porte s'ouvrit avant qu'elle ne l'atteigne. Alexander se tenait là, plus grand que dans ses souvenirs, vêtu d'un costume noir sobre sans cravate. Il n'y avait ni entourage ni presse, juste un homme, un père dont la vie avait changé, lui aussi. « Becky », la salua-t-il avec un sourire chaleureux. « Merci d'être venue. » Elle hocha la tête. « Merci de m'avoir invité. » Il fit un geste vers l'intérieur. « S'il vous plaît, promis, c'est juste un dîner. » À l'intérieur, la maison était époustouflante, sans être extravagante. L'élégance était de bon goût, baignée d'une lumière tamisée, d'œuvres d'art qui murmuraient plus qu'elles ne criaient, et d'un léger parfum de romarin et de citron. Un chef privé apporta un menu 3 services, modeste mais exquis. La conversation fut facile. Alexander était attentionné, étonnamment terre-à-terre, sincèrement intéressé par son univers. Il lui demanda des nouvelles de sa famille, comment elle était devenue infirmière, ce qu'elle aimait dans ce métier. Elle lui parla de sa mère, qui l'avait élevée, elle et ses 2 frères, après le décès de leur père, de sa dette, étudiante, des doubles journées qu'elle faisait pour joindre les 2 bouts, de la joie qu'elle éprouvait à aider les autres, même épuisés. Ce n'est qu'au dessert, une tarte aux poires au miel et un expresso, qu'Alexander fouilla dans la poche de sa veste et déposa une petite enveloppe blanche devant elle. Becky la regarda, incertaine. « Qu'est-ce que c'est ?» Il soutint son regard. « Un merci, de la part d'un père impuissant, au moment où son fils avait besoin d'être sauvé. Je ne pouvais rien faire, mais vous, si. » Becky hésita. « Monsieur Rhodes !»« Ah, Alexander !» corrigea-t-il doucement. Elle dit « Alexander !» Il répondit « Je ne m'attendais pas à quoi que ce soit, c'est juste que... c'était un enfant. Je ne savais même pas qui il était. » Il hocha la tête. C'est exactement pour ça que ça compte tant. Elle ouvrit lentement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque certifié. 100 000 $. Becky cligna des yeux. Fixa, cligna encore des yeux. « Ce n'est pas possible. »« Si, » dit-il, « sans engagement, sans condition. Utilisez-le comme bon vous semble. Vous m'avez donné quelque chose d'inestimable. Ce n'était qu'une infime partie de ce que j'aimerais vous donner en retour. » Ce soir-là, Becky retourna dans son modeste appartement et déposa le chèque sur la table de la cuisine. Elle resta assise à le contempler pendant des heures, ignorant les messages de ses collègues concernant le geste du milliardaire. Dans ce moment de silence, elle pensa à sa mère, disparue depuis longtemps, à ses nuits à l'école d'infirmière, à ses repas sautés pour payer le loyer, à chaque patient dont elle avait tenu la main en larmes ou dans la douleur. Elle fit un choix. L'argent serait un début, pas une échappatoire. D'abord, elle a remboursé ses prêts étudiants et les frais de scolarité de son frère. Ensuite, elle a offert à sa tante la croisière dont elle avait toujours rêvé. Enfin, elle a réparé les freins défaillants de sa voiture. Et avec le reste, une somme toujours conséquente, elle a ouvert un fonds de bourse d'études à l'école supérieure locale pour les étudiants en soins infirmiers. Mais Becky ne s'est pas arrêtée là. Elle a loué un local commercial, vacant, et l'a transformé en clinique gratuite le week-end, gérée par des bénévoles de l'hôpital. La nouvelle s'est vite répandue. Familles sans assurance maladie, vétérans sans abri, parents célibataires, ils venaient non seulement pour des soins, mais aussi pour l'espoir. Becky était là tous les samedis, les manches retroussées, souriante, à l'écoute. Alexander entendit parler de la clinique par des moyens discrets
et s'y rendit sans prévenir un matin. Becky soignait une jeune fille qui se faisait une entorse au poignet lorsqu'il entra. Leurs regards se croisèrent. Il hocha la tête en signe de respect. Après la fermeture de la clinique, il s'assira sur les marches. « Vous avez vraiment fait ça ?» dit-il. « J'ai eu de l'aide » répondit-elle doucement. Ils discutèrent pendant des heures. Au cours des mois suivants, Alexander revint souvent, non pas avec des agents de sécurité ou des journalistes, mais en tant que père d'Ethan. Parfois, il apportait des livres ou des fournitures. Une fois, il emmena Ethan, qui serra Becky fort dans ses bras et ne la lâcha plus. « Tu m'as sauvé » murmura-t-il. Becky s'agenouilla et dit « Tu me sauves aussi ». Leur lien, Becky, Alexander et Ethan, s'est transformé en une affection sincère. Ni romance, ni obligation, mais une forme de guérison. Alexander a discrètement augmenté son financement. Devant ses hésitations, il lui a dit « Ce que vous faites devrait exister partout, et j'ai les moyens de le faire. » Becky a agrandi la clinique en ouvrant un deuxième établissement dans une autre communauté mal desservie du Texas. Elle n'a jamais abandonné ses activités d'infirmière. Elle est restée active. Un jour, un journaliste lui a demandé « On t'a donné une fortune. Tu aurais pu prendre ta retraite. Pourquoi continuer à travailler ?» Becky a regardé la caméra. « Parce qu'un jour, on m'a fait un cadeau. Et j'ai réalisé que l'argent seul ne règle pas les choses, mais les gens. La gentillesse, oui. La compassion, oui. Ce n'était pas une question de moi. C'était une question de ce qui pouvait en résulter. » Le soleil se levait doucement sur l'est de San Antonio, baignant l'horizon d'un doux or. Dans un quartier autrefois oublié des urbanistes, où bâtiments délabrés et trottoirs défoncés témoignaient de lutte, une structure éclatante se dressait au cœur du quartier, le centre Sullivan pour l'espoir et la guérison. Son architecture incurvée, ses murs vitrés et ses allées bordées de jardins lui donnaient davantage l'allure d'un sanctuaire que d'un hôpital. Et c'était précisément ce qu'il était censé être. Un lieu non seulement pour soigner les maladies, mais aussi pour restaurer la dignité. Becky Sullivan se tenait silencieusement dans la cour, regardant les enfants jouer près de la fontaine. Certains étaient des patients, d'autres des enfants du quartier, mais tous riaient avec la joie sereine d'une seconde chance. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce matin-là à St. James, 5 ans depuis que le sang de Becky avait sauvé le jeune Leo Rhodes. Une citation gravée sur un mur de pierre près de l'entrée dit « De la main de Becky, un acte de gentillesse peut devenir une guérison pour toute une vie. »